Bernard Petit, du coup, donc vous êtes de formation en ingénieur chimie industrielle. Vous avez mené votre carrière pendant environ 35 ans dans divers grands groupes industriels des caoutchoucs, de l'amiante, ciment et des plastiques comme responsable recherche et développement matériaux. Et donc dès le début des années 90, vous avez été lanceur d'alerte à l'égard notamment du bisphénol A, que vous devez tous connaître. Et dans le cadre de vos missions professionnelles. Et donc, vous avez rejoint le réseau environnement santé que vous nous présenterez dès sa création en 2009. Donc, aujourd'hui, vous êtes retraité, mais vous êtes toujours passionné par les sujets donc, liés à l'environnement et la santé. Et donc, en fait, vous assurez différentes liaisons avec les réseaux associatifs qui partagent les valeurs communes d'agriculture bio, d'économie circulaire, de sobriété. Et vous interpellez le secteur industriel. Et donc aujourd'hui vous allez intervenir pour nous comme représentant du réseau environnement santé et aussi de par votre expérience sur la thématique des perturbateurs endocriniens avec un focus en fait sur la grossesse en fait et l'action qu'ils peuvent avoir ensuite sur le futur enfant. Donc très rapidement, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique au sein de Blé? Donc les perturbateurs endocriniens, on en parle depuis assez longtemps, mais en fait il y en a toujours autant autour de nous et voilà, on voit régulièrement sortir de nouvelles affaires. Donc récemment on a parlé du fipronil. Donc le fipronil, on en discutait tout à l'heure, apparemment c'est pas forcément encore considéré comme un perturbateur endocrinien pour l'homme, mais ça agit sur les insectes et ça a ce rôle, ça perturbe les hormones des insectes et des rats. Merci Hélène. Voilà, donc en fait il nous semblait que c'était important de traiter ce sujet et en accent sur le lien avec les enfants en fait et leur futur développement. Voilà, merci. Du coup, je vais passer la parole à Bernard Petit. Alors, Egunon à tous, hein, mais je n'irai pas plus loin. Bon, alors je tiens tout d'abord à remercier l'association Blé, parce que pour nous, association Réseau Environnement Santé, c'est toujours agréable d'avoir des échanges entre associations. Et vous aurez l'occasion de le voir au travers de mon intervention que ce manque de connexion qu'il peut y avoir parfois entre certaines professions est lourd de conséquences. Donc c'est pour ça qu'au niveau associatif, ça mérite d'être souligné, qu'il n'y a absolument pas de concurrence et que nous sommes là tous pour ramer dans le même sens, pour améliorer la qualité de notre environnement. Alors, donc, je vais vous présenter en quelques mots un petit peu notre association. Alors, on s'est donné le nom de réseau parce que justement, on veut faciliter la relation au sein du monde associatif et donc ainsi créer, je dirais, une richesse d'informations. Alors, notre association s'est créée en 2009, au départ avec un certain nombre de scientifiques qui ont fait le constat qu'il manquait une relation entre les problèmes environnementaux et la santé. Donc au départ, il y avait un certain nombre de scientifiques et puis des médecins sont venus nous rejoindre. Comme je vous l'ai mis là sur cette diapo, il y a également un certain nombre d'associations, j'en ai mis quelques-unes. Donc il y a l'association Avicenne qui s'intéresse plus particulièrement à ce qu'on appelle les nanoparticules, les nanomatériaux. Alors il y a aussi le WWF que tout le monde connaît avec le fameux petit panda qui s'occupe donc de la sauvegarde de la vie sauvage. Il y a aussi le C2DS qui est le Comité de développement durable en santé. C'est une association qui vise à améliorer disons les aspects environnementaux dans les cliniques privées, mais qui commence maintenant aussi à avoir de l'influence auprès des hôpitaux de l'assistance publique. Et puis, notre association, bien entendu, est ouverte absolument à tout le monde. Et donc, on attend avec impatience des coiffeurs, des coiffeuses, des agriculteurs et des mécaniciens pour enrichir, je dirais, notre connaissance sur l'ensemble des substances. Et puis, nous avons également aussi maintenant un certain nombre d'associations de malades. Bon, je vous en ai cité quelques-unes, notamment une qui s'intéresse aux problèmes de fibromyalgie, c'est des problèmes donc, qui touchent le système nerveux et musculaire. Et puis également une association dont le nom n'est pas très évocateur, qui s'appelle Orage, mais qui s'intéresse à toutes les conséquences des hormones de synthèse qui peuvent être données aux femmes enceintes. Et ça, notamment, c'est une association qui travaille tellement bien qu'elle sert de modèle pour des études à caractère scientifique.
Bon, alors donc, comme vous le voyez, effectivement, c'est ce qui est à l'origine de la création de notre association, c'est que depuis plusieurs dizaines d'années, on fait un constat de l'augmentation du nombre de maladies chroniques, hein, donc des maladies qui ne sont pas contagieuses, comme le diabète, l'obésité, un certain nombre de cancers. Et puis il faut signaler aussi toutes les maladies d'origine neurodéveloppementale et apparentées à l'autisme ou les variantes de ce type. Donc nos principales cibles, ce sont les perturbateurs endocriniens, et c'est vraiment devenu notre cheval de bataille, et on commence à être connu par ça, notamment par les pouvoirs publics au plus haut niveau, jusqu'au ministère de la Santé. Pour l'année prochaine, on souhaiterait s'attaquer à la réglementation sur l'eau, parce que c'est une réglementation qui est maintenant ancienne, qui a à peu près un quart de siècle d'existence, donc on voudrait la faire évoluer. On s'intéresse bien sûr à tout ce qui est autres contaminants, type pesticides. Et puis, on voudrait également faire avancer un projet de loi santé environnementale, parce qu'aujourd'hui, la santé par les pouvoirs publics, c'est toujours considéré comme une technique de soins, mais on ne pense pas suffisamment prévention. Alors pour ça, nous faisons un travail de sensibilisation auprès du public, et c'est pour ça que je suis ici avec vous, mais on essaye de sensibiliser également nos politiques à tous les niveaux, les élus au niveau des villes, mais les députés, les sénateurs et également nos ministres. Et puis on fait même un peu de formation auprès de certains professionnels de santé. Parmi donc les principaux résultats, nous sommes intervenus au niveau européen pour changer l'étiquetage concernant l'aspartame, qui était insuffisant par rapport à la réglementation. En 2010, nous avons organisé un colloque auprès des députés sur les perturbateurs endocriniens, et puis au Sénat en 2014, et puis l'année dernière sur les problèmes en relation avec la dentisterie, puisqu'il y a également des effets des perturbateurs endocriniens, semble-t-il, sur les problèmes dentaires des jeunes enfants. Voilà. Donc, on estime qu'on a contribué quand même à l'interdiction du bisphénol A en France. Et puis, nous sommes en train de lancer un programme Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. La ville de Paris, avec Anne Hidalgo, a signé un contrat, et donc Paris va s'efforcer de réduire dans ses crèches et dans tous ses bâtiments publics l'emploi des perturbateurs endocriniens. Il y a la ville de Limoges également, et puis vous avez peut-être entendu parler de la ville de Grande-Synthe, qui est une ville de taille moyenne qui est dans le nord de la France, près de Calais. Alors là, le maire s'est lancé à prendre ses administrés comme cobayes pour faire des analyses de cheveux, analyses de sang et analyses d'urine, pour voir un peu le niveau de contamination. Et donc on va intervenir à ce stade-là avec les amis médecins, membres du réseau. Voilà. Donc comme titre, j'ai choisi « Aucun bébé ne doit naître prépollué ». Mais ça n'empêche que tous les hommes qui sont ici peuvent se sentir concernés, parce que ce qui est bon pour protéger la femme enceinte, c'est bon pour protéger également l'homme, hein, bien entendu. J'ai glissé quelques diapositives du docteur Laurent Chevalier, qui est médecin nutritionniste au CHU de Montpellier. Donc. Et puis également, il y a une ou deux diapos de Gilles Albonne, qui est un ancien directeur de l'INSERM de Marseille, donc ce qui pourra vous rassurer un petit peu sur la qualité de mes propos. Alors voici la tête d'affiche de la pétition que nous avons lancée en début d'année. Vous en avez quelques exemplaires ici, donc vous pourrez la prendre, où on sensibilisait aussi notamment les candidats à la présidentielle sur les perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, si vous avez bien remarqué, il y a un candidat à la présidentielle qui vraiment s'est fait un bon relais pour nous enseigner ce qu'étaient les perturbateurs endocriniens. Après, il y a eu d'autres candidats qui ont fait du copier-coller, mais qui étaient moins bien. Enfin, bon, nous, on ne rentre pas dans le détail de cette politique. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il me semble que parmi vous, je ne voudrais pas effectivement vous choquer, mais j'ai l'impression que vous avez tous tendance à vous rajeunir un peu. Alors malheureusement, vous avez sans doute en tête votre date de naissance,
mais la véritable date de naissance, c'est celle-ci. C'est le jour où un spermatozoïde de votre père ou de votre géniteur a franchi la paroi de l'ovule de votre mère. Et c'est à partir de ce jour-là où votre vie a réellement commencé. Parce que dans les heures qui suivent et dans les jours qui suivent, eh bien, vous avez le patrimoine génétique du père qui fusionne avec le patrimoine génétique de la mère pour former notre patrimoine génétique, qui est un petit peu la notice de montage, je dirais, de la machine que nous sommes. Et malheureusement, l'environnement va avoir quelques influences sur ce patrimoine génétique qui est écrit. Alors, c'est là qu'on voit que l'environnement a de l'influence, puisque dès les premiers jours, dès les premières semaines, quand l'enfant est installé, comme on dit, in utero, c'est-à-dire dans l'utérus de la mère, eh bien, il va baigner dans un milieu où il va subir l'influence de l'imprégnation de sa mère. Donc, on parle souvent de barrière placentaire, mais qui ne l'est pas tout à fait. Et donc, il va y avoir déjà une exposition à certains contaminants. Et puis, ça va se prolonger dans la petite enfance, pendant les premiers mois et les premières années. Et tout ça, ça va entraîner un certain nombre de pathologies, donc des allergies respiratoires type bronchiolite, si l'enfant vit dans un milieu très urbain. Et puis également, il peut y avoir tout un tas de problèmes d'origine psychologique. Et puis alors tout ça, tout au long de notre vie, en fonction de la pollution que nous allons connaître, de l'alimentation, de notre style de vie, eh bien, ça va aussi continuer d'entraîner un certain nombre de pathologies que l'on évoquait, comme le diabète, le cancer, et bien d'autres maladies, les accidents cardiovasculaires, et puis également une baisse de la fertilité. Alors, pour vous montrer que les perturbateurs endocriniens ont quand même un effet, au-delà du simple aspect génétique, bien, vous avez deux petites souris qui ont été élevées de manière tout à fait rigoureuse par des scientifiques, où l'une d'entre elles a été exposée pendant sa vie in utero et pendant ses premiers jours et ses premiers mois à des perturbateurs endocriniens, à des doses qui correspondent tout à fait à celles qu'on est susceptible de rencontrer dans notre alimentation, excepté que c'est rapporté bien sûr au poids de la souris. Et donc vous voyez tout de suite les conséquences. Et c'est pour ça que on a tendance à faire le parallèle entre ce que l'on observe sur les animaux type souris et sur ce que l'on observe sur l'espèce humaine, puisque aujourd'hui en France, bon là on a un graphe qui nous montre la proportion d'obèses en France de 15%. Il y a une nouvelle étude qui a été faite là maintenant il y a 2-3 ans qui s'appelle l'étude Esteban. On se situe aux environs 19%. L'obésité n'augmente pas trop en France, mais enfin elle reste toujours à peu près de cet ordre-là, disons aux environs 19-20%. Donc vous voyez, tout ça, ça représente quand même de l'ordre de 7 millions d'obèses et puis de pas mal de personnes en surpoids. Et tout ça, bien sûr, c'est lourd de conséquences au niveau coût social, bien sûr, puisque ça entraîne un certain nombre de maladies. Et donc ça crée des coûts pour notre sécurité sociale. Alors des cancers, effectivement, on connaît tout ça autour de nous. Ce qui est à signaler quand même, c'est que là, on vous a mis les résultats de 2014, et ça, ce ne sont pas des résultats qu'on invente. Tout le monde peut les regarder sur Internet. Ce sont des données de l'Organisation mondiale de la santé qui nous montrent qu'en 2014, la France était championne du monde pour le cancer du sein et le cancer de la prostate. Donc forcément, ça interpelle parce que ces deux types de cancers, comme on dit, sont souvent hormonodépendants. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond de ce côté-là, puisque dans d'autres pays, apparemment, on est plus abrité. Alors, je vous ai mis ici le schéma des principales glandes endocrines. Alors, qu'est-ce qu'on appelle glandes endocrines? Ça veut dire que ce sont des glandes qui vont sécréter des substances chimiques naturelles, qui sont les hormones, qui sont tout à fait naturelles, endocrines, endo, parce que effectivement, c'est sécrété à l'intérieur de notre corps et par notre corps. Alors bon, il y a tout un tas de glandes qu'on connaît bien, la thyroïde, le pancréas, les ovaires et les testicules selon le sexe. Mais il faut imaginer que toute cette organisation, elle commence forcément à se construire
dès les premiers jours et dès les premières semaines, hein, donc dans le ventre de la mère. Et c'est pour ça que tout ce système-là fonctionne avec des quantités très très faibles. Hein. Ces hormones sont émises à des quantités faibles. On dit que ce sont des messagers chimiques. Donc les glandes vont émettre effectivement ces hormones qui vont aller se déposer sur des cellules cibles pour enclencher ensuite le processus d'évolution. Alors cette construction, eh bien, elle commence dès les premières semaines, donc in utero. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma pour illustrer avec en bleu cette espèce de 3/4 de camembert qui représente une cellule cible. Alors si on prend l'exemple d'un futur petit garçon au bout de quelques semaines, où les cellules cibles pour faire évoluer par exemple les testicules, dans le cas d'un futur petit garçon, eh bien cette cellule cible va attendre la présence d'une hormone mâle, donc la testostérone. Manque de chance si pendant cette période-là, eh bien, il y a une autre molécule, comme vous voyez ici en bas, qui peut être par exemple du bisphénol A. Et le bisphénol A, lui, à l'inverse, se comporte comme une œstrogène, donc plutôt une hormone de type féminisante. Eh bien, ce perturbateur endocrinien va donc prendre la place que ne pourra pas utiliser la testostérone. Et donc là, on voit, s'il y a imprégnation par du bisphénol A ou par d'autres pesticides, on va avoir tendance à avoir une sorte de féminisation. Et ce qui pourra expliquer ensuite qu'à la naissance, eh bien, on observe de plus en plus de petits garçons qui naissent avec ce qu'on appelle de la cryptorchidie, c'est-à-dire des testicules qui ne sont pas descendus, et puis il peut même y avoir d'autres malformations de type sexuel. On peut prendre aussi l'exemple de la future petite fille, où là, à l'inverse, les récepteurs attendent plutôt des hormones féminisantes type œstrogène pour construire et élaborer tous les organes, développement des ovaires, du vagin et tout ça. Et à ce moment-là, si les perturbateurs endocriniens arrivent un petit peu avant, par exemple le bisphénol A et autres, eh bien, il va y avoir en quelque sorte une sorte de surféminisation. En plus des œstrogènes naturels, il va y avoir cet apport supplémentaire d'œstrogènes artificiels ou synthétiques qui nous vient de l'extérieur. Et ça pourrait expliquer pourquoi aussi, de plus en plus, on constate ce qu'on appelle des pubertés précoces chez les petites filles de l'ordre de 8 à 9 ans. Je peux même vous dire qu'il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Charles Sultan de Montpellier, qui est un grand spécialiste effectivement de néopédiatrie, et qui nous a cité l'exemple d'une petite fille de 5 ans qui s'est présentée dans son service, qui avait des seins gros à peu près comme de la taille d'une petite mandarine, et qui avait des sortes de règles déjà, des saignements au niveau vaginal. Alors bon, cette petite fille a été bien sûr soignée par le professeur Sultan, mais enfin ça interpelle quand même. Et quand il fait son enquête, puisque son service travaille sur ce sujet-là maintenant depuis pas loin d'une vingtaine d'années, eh bien, qu'est-ce qu'il trouve chez la mère de cette petite fille ? Eh bien, c'est que c'est la femme d'un viticulteur et qui a été fortement imprégnée, notamment par un certain nombre de fongicides. Et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, son service fait une sorte de recensement de relations entre des mères qui ont été exposées à des pesticides, notamment venant de la viticulture, puisque c'est sur le bassin de Montpellier, et ces signes de puberté précoce. Donc en fait, ça c'est vraiment le principe des perturbateurs endocriniens, c'est pour ça que je vous ai mis le principe de la serrure et de la clé, c'est ce qui m'avait été expliqué par un toxicologue il y a maintenant 25 ans. En fait, la serrure, c'est vraiment la cellule cible, la bonne clé, c'est notre hormone naturelle, et puis la clé du cambrioleur, eh bien, c'est le perturbateur endocrinien qui, même si la clé n'est pas bien ajustée finalement, eh bien, va finir par ouvrir le système et enclencher le processus d'évolution. Alors au-delà de ces deux exemples que je vous ai cités sur l'évolution de construction d'organes sexuels chez le petit garçon et la petite fille, on peut vous citer également un autre exemple d'intervention de ce bisphénol A. C'est notamment dans le développement du cancer du sein. On sait que le cancer du sein est sensible aux œstrogènes et c'est pour ça qu'il y a à peu près 25 ans, un médicament a été développé qu'on appelle le tamoxifène,
qui est une sorte d'anti-œstrogène, justement. La molécule de ce médicament anticancéreux vient se fixer sur un récepteur pour empêcher justement l'intervention des œstrogènes. Manque de chance, si vous avez du bisphénol A qui imprègne le corps de cette femme, eh bien le bisphénol A effectivement risque de passer avant ou parallèlement à ce médicament. Et donc cet anticancéreux va perdre de son efficacité. Et c'est ce que constatent maintenant un certain nombre de cancérologues. Quand il y a des taux d'imprégnation relativement importants de bisphénol A, eh bien ces médicaments anticancéreux perdent de leur efficacité. Donc vous voyez aussi la conséquence au niveau du stade adulte. Alors, pour résumer un peu l'action des perturbateurs endocriniens, donc on voit bien que c'est à des moments très précis où on a notre système hormonal qui est en plein fonctionnement, où les perturbateurs peuvent intervenir, mais comme je le disais, à des doses relativement faibles. Hein, c'est des histoires de microgrammes par jour et rapportés à nos kilos corporels, donc c'est vraiment très très peu. Il y a toujours un effet de latence, hein, bien sûr, entre le moment où on est au contact de ces perturbateurs et où on va observer les choses. Par exemple, ça peut demander plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a maintenant aussi clairement démontré par une équipe de l'INSERM de Montpellier, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une molécule qui n'est pas parfaite, mais avec une seconde, les deux conjointes eh bien, peuvent avoir effectivement un effet toxique. Et puis ce qui est plus troublant et plus inquiétant, c'est ce qu'on appelle l'effet transgénérationnel. On le voit déjà, quand la mère est imprégnée, c'est, si je puis dire, l'enfant qui trinque, pour reprendre un vieux slogan qu'on a bien connu pour les alcooliques autrefois. Mais pire, c'est que maintenant, on commence à avoir des doutes sur l'influence sur la troisième génération. Et là, on rentre dans une logique qu'on appelle l'épigénétique. Je n'irai pas plus loin parce que ça, c'est pas du tout mon domaine, c'est excessivement complexe. Mais notre génétique, si vous voulez, n'est pas modifiée, mais c'est l'expression de nos gènes, tout simplement parce que nos gènes ont baigné dans une ambiance qui leur était tout à fait inappropriée. Alors là, je vous prends un exemple d'Ivan Basso, célèbre champion italien, qui en 2015 au Tour de France, à l'occasion d'une chute, avait très très mal aux testicules, et c'était pas à cause de sa chute, mais c'est parce que, eh bien, on venait de lui découvrir un cancer des testicules. Alors le cancer des testicules chez l'homme ne vise que l'homme jeune, grosso modo de 18 à 35-40 ans. Et ce que l'on sait maintenant, c'est que ce cancer de testicules est souvent plus fréquent chez les petits garçons qui sont nés justement avec cette cryptorchidie, c'est-à-dire les testicules non descendus. Donc même si c'est une opération relativement bénigne maintenant, qui se traite assez bien, ça veut dire qu'un petit peu plus tard, quand ce garçon devient adulte, eh bien, il peut y avoir un risque accru de cancer des testicules. Mais bon, ça reste un cancer assez facilement soignable, mais enfin, c'est quand même désagréable. Hein. Donc c'était pour vous montrer l'effet transgénérationnel. Alors voilà un autre exemple de l'effet transgénérationnel. Le fameux DDT, un organochloré qui a été largement utilisé comme pesticide après la guerre, très largement. Dans toutes les familles, on avait cette fameuse bombe de Flitox, que j'ai connue même étant tout gamin. Eh bien, il y a une étude américaine qui démontre bien que des femmes auprès desquelles on a observé un cancer du sein, eh bien, sont issues de mères qui ont été fortement exposées au DDT. Donc vous voyez, c'est le bel exemple d'effet transgénérationnel où ces mères qui ont été exposées au DDT, apparemment ont survécu sans problème, mais ce sont leurs filles, effectivement, qui en subissent aujourd'hui les conséquences. On pourrait citer même un autre exemple, dont je ne parle pas trop, mais on pourra en discuter après, si vous voulez, au cours de notre échange. C'est une autre molécule qui s'appelle le diéthylstilbestrol et qui est plus connu sous le nom de distilbène. Médicament qui a été largement utilisé de 1945 à 1977 pour éviter les fausses couches. Et alors on a peut-être évité quelques fausses couches. Malheureusement, chez les filles qui sont nées de ces mères traitées, eh bien, on a constaté de nombreuses pathologies, des cancers du sein, des malformations au niveau vaginal. Et je viens même de découvrir
que les garçons avaient aussi des conséquences, et notamment des problèmes d'ostéoporose, alors que finalement les hommes sont généralement à l'abri de cette pathologie. Alors là, je ne rentrerai pas trop dans le détail de l'historique du bisphénol A, mais on pourra en reparler, parce que sinon là, on va y passer un temps fou, parce que c'est quelque chose que je connais assez bien. C'est juste pour vous donner quelques dates, pour que vous ayez bien à l'esprit que le bisphénol A, si on en parle aujourd'hui beaucoup depuis quelques années, on a découvert son effet hormonal en 1938. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cette époque-là, les médecins recherchaient des hormones de synthèse pour éviter les fausses couches. Et une équipe anglaise a passé en revue un certain nombre de molécules et avait trouvé cet effet-là et a bien classé le bisphénol A comme ayant un effet hormonal. Et puis, ils ont trouvé une autre molécule plus efficace, qui est le fameux diéthylstilbestrol, donc qui deviendra sous le nom de médicament distilben, nettement plus efficace et qui sera donc réellement employé, comme je vous le disais il y a quelques instants. Alors curieusement, en 1945, alors là je ne rentrerai pas trop dans le détail, je n'ai pas fait une recherche historique pour comprendre pourquoi, mais la pétrochimie s'est intéressée au bisphénol A. Bon, c'est vrai que c'est une molécule assez facile à synthétiser, pour en faire des plastiques, et notamment, on le verra, ce fameux plastique polycarbonate, qui est un plastique transparent, et puis également les résines époxy. Et c'est en 1989 que tout à fait par hasard, alors là je pourrais vous raconter l'anecdote qui est assez amusante mais triste à la fois, qu'une chercheuse américaine qui travaillait sur le cancer a découvert tout à fait par hasard ou redécouvert l'action hormonale du bisphénol A parce qu'elle faisait de la reproduction cellulaire de cellules cancéreuses et donc elle a découvert cet effet-là. Alors, depuis le début des années 90, quand même, l'industrie et les pouvoirs publics se sont inquiétés à ces résultats. Et peu à peu, donc en 2008, le Canada a décidé d'interdire l'emploi du bisphénol A dans le biberon. Et bon, comme je vous le disais, nous, on s'est créé en 2009 et on a quand même sensibilisé nos députés. Et grâce à l'intervention de quelques-uns, notamment, on peut bien le reconnaître, c'est Gérard Batte qui était député à Toulouse, qui était président de la commission santé de l'Assemblée nationale, qui s'est fait le relais de notre discours. Et donc en 2010, la France a interdit également le biberon. Puis la France a réussi à faire basculer l'Europe. Donc en 2011, depuis 2011, l'Europe a interdit l'usage du biberon en polycarbonate. Et on est allé encore plus loin en France, puisque la France, c'est à la fois une force et une faiblesse, c'est maintenant le seul pays au monde à avoir interdit complètement l'usage du bisphénol A pour tout objet en contact alimentaire depuis le 1er janvier 2015. Au mois de juillet de cette année, il y a eu des débats, vous en avez peut-être entendu parler au niveau européen, où malheureusement l'Union européenne a repris une position relativement molle sur la classification des perturbateurs endocriniens. Et la France a un peu subi, avec notre changement de gouvernement, subi un peu cette faiblesse-là. Donc ce qui fait que là, on est un peu dans une période de statu quo, même si, comme je le soulignais ici, il y a l'ECHA, qui est l'agence officielle des substances chimiques en Europe, qui a classé le bisphénol A comme vraiment une substance très préoccupante à suivre de très près et qui est classé quand même définitivement comme perturbateur endocrinien. Alors, des perturbateurs endocriniens, selon les agences officielles américaines, européennes, grosso modo, on en identifie environ entre 250 et 600. Les ONG, donc les organisations non gouvernementales et les associations comme la nôtre, on estime qu'on serait plutôt aux environs des 900. Donc vous voyez, c'est assez considérable. Là, je vous en ai cité seulement une dizaine vraiment qui fait partie de notre environnement quotidien. Donc le bisphénol A, on en a parlé, je pourrais vous faire voir dans quel genre d'objet on peut en trouver. Donc dans ce plastique polycarbonate qu'on retrouve dans quelques robots ménagers. Normalement, on ne le trouve plus depuis le 1er janvier 2015, mais peut-être que dans vos placards, vous en avez peut-être encore. Et puis tout ce qui est résine époxy de boîtes de conserve. Depuis également le début janvier, en principe, on n'en a plus. Mais je vous dirais qu'on n'est pas garanti de produits importés, notamment.
Alors ensuite, il y a les phtalates. Les phtalates, ce sont des produits qui ressemblent à des huiles qu'on introduit volontairement dans certains plastiques, et en particulier beaucoup dans le PVC pour l'assouplir. Et donc on va retrouver dans les revêtements de sol, revêtements muraux, rideaux de douche et tout ça. Et ces produits sont très volatiles. Donc dans nos logements, ils s'évaporent et donc on en est imprégné. Les perfluorés, ben ça, ce sont les fameuses substances d'une célèbre poêle française qui a fait le tour du monde, hein, qu'on retrouve également sur certains cartons qui emballent les pizzas. Ensuite, alors, vous avez les PCB, les dioxines. Alors, les PCB, ce sont les polychlorobiphényles et dioxines. Même les HAP en dessous, on pourrait regrouper ça un peu dans la même catégorie, qui sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce qui les distingue, c'est que les deux premiers PCB dioxines contiennent des atomes de chlore et pas les HAP. Mais il faut savoir que les trois proviennent de la même source. Pour moi, en tant que chimiste, tout ça, ce sont des molécules très cousines qui proviennent de tous les phénomènes de combustion. Alors là, je me permettrai juste de donner un petit éclairage. Méfiez-vous en ce qui concerne les PCB, parce que nous avons un discours officiel, et vous verrez peut-être beaucoup de documents, notamment de l'Académie de médecine, qui vous disent « mais pas de problème avec les PCB, puisque les PCB étaient des isolants électriques employés dans les transformateurs à très haute tension, mais qu'on a abandonnés dans les années 80. Donc maintenant le problème n'existe plus. Si, c'est faux, le problème existe toujours, et je vous le ferai voir après. Parce que des PCB, on en émet à peu près maintenant encore 30 à 40% de toutes les sources d'incinération, et de l'incinération, il y en a beaucoup. Et donc tous ces polluants se retrouvent dans l'air, se déposent au sol, et puis après nous avons nos vaches, nos brebis qui viennent brouter, nos poules qui viennent picorer les sols, et après on va retrouver tout ça dans notre alimentation. Alors il y a bien sûr les pesticides. Alors le DDT, c'est un organochloré, comme on le disait, qui a été très utilisé après la guerre, mais qui maintenant est interdit depuis fin des années 60, je crois début des années 70, mais qu'on continue de trouver dans l'environnement parce qu'il a une durée de vie très très longue. Et puis, à cause du produit que je vous ai mis derrière, le célèbre glyphosate, d'un célèbre désherbant dont je ne dirai pas le nom, parce qu'au cas où il y aurait quelqu'un ici qui représenterait une célèbre société, je ne tiens pas à avoir d'ennui. Mais voyez ce célèbre désherbant qui contient du glyphosate, à force de tuer les herbes, eh bien, il met les sols à nu. Et il y a 2-3 ans, il y a une belle étude scientifique qui a été faite par le CNRS et le BRGM dans la région de Grenoble qui nous a démontré qu'à force de désherber les sols, eh bien, on fait ressurgir le DDT qui était enfoui depuis plusieurs dizaines d'années. Alors on emploie encore beaucoup, je ne sais pas ici en région Aquitaine et au Pays Basque, je crois savoir que le Pays Basque est assez soucieux de son environnement, donc vous n'utilisez peut-être pas ce genre de produit, mais nous on vient de l'Aveyron et on utilise encore le 2,4-D. Alors le 2,4-D, c'était employé durant la guerre du Vietnam, donc vous voyez que la guerre du Vietnam n'est pas finie. En tous les cas, nous, dans l'Aveyron, je peux vous le dire, elle existe encore. Hein. Le garlon, c'est pareil, c'est un organochloré, ce sont des débroussaillants. Et donc, ça, ce sont des perturbateurs endocriniens qui ont bien d'autres effets. Et donc, on va retrouver dans l'alimentation, dans l'air également, et donc dans notre alimentation. Alors ensuite, vous avez les polybromés. Ce sont des retardateurs de flamme que l'on introduit dans tout ce qui est appareil électronique, donc dans les ordinateurs, dans nos télévisions. Et ces produits ont une tendance à se volatiliser quand vous faites fonctionner votre téléviseur. C'est pour ça que je déconseille de laisser les téléviseurs en veille. Dès que vous n'avez plus besoin de votre téléviseur, vous l'arrêtez. Il sera à plus basse température. Sinon, ces substances, effectivement, se répandent dans l'air et puis vont très très loin. Et je vous ferai voir plus loin. Elles vont même jusqu'au pôle Nord et elles nous reviennent après dans la figure. Hein. Ça, c'est l'effet boomerang. Alors les parabènes, on en parle beaucoup dans la cosmétique et également dans les produits alimentaires industriels. Les parabènes, ce sont des antioxydants. Et puis ensuite, il y a les alkylphénols, qui sont des produits émulsifiants qu'on va retrouver dans les produits lessiviels, les produits ménagers, et puis dans quelques emballages.
Alors, comment éviter tout ça? Voilà, ben, c'est de vous rapprocher le plus possible de la nature et des produits les plus. Alors, pour la femme enceinte, mais pour tout le monde, hein, donc en priorité, ben, c'est de rechercher des fruits et des légumes bio, et puis des produits locaux, bien sûr, de préférence, parce qu'en achetant des produits locaux, eh bien, on favorise notre économie régionale. C'est préférable que d'acheter, par exemple, de l'agneau de Nouvelle-Zélande, hein, parce que sinon, après, c'est le désert qu'on a autour de chez nous. Là, je vous ai mis le slogan de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Hein, bio local, c'est idéal, donc je pense que vous devez connaître ici aussi. Et donc, pour la femme enceinte, on pourra lui conseiller de suivre ce qu'on appelle le PNNS, c'est le fameux Plan National Nutrition Santé. C'est le fameux 5 fruits, 5 légumes par jour. Et donc, en levant le pied un petit peu sur la consommation de viande, parce qu'au travers de la consommation de viande, on s'introduit beaucoup de ces contaminants, de ces pesticides, de ces perturbateurs endocriniens, et même en évitant le plus possible tout ce qui est matière grasse, le gras de jambon et tout ça. Parce que si votre animal a vécu dans un milieu un peu contaminé, eh bien malheureusement ces substances elles vont s'installer dans le gras. Alors c'est ce que je mettais un petit peu ici en forme de conclusion pour cet aspect, c'est que en soignant votre santé, vous soignez également la planète, parce que tout ça, c'est basé quand même sur un certain nombre d'études scientifiques tout à fait officielles, et notamment de l'INRA. On sait que la consommation de viande a une tendance à favoriser des gaz à effet de serre, donc qui vont réchauffer notre planète, et en particulier la viande bovine, puisque compte tenu de son système à double digestion, si je puis dire, eh bien, ça nous émet des gaz à effet de serre. Donc, en réduisant la consommation de viande, ben, c'est à la fois bon pour votre santé et on réduit également la quantité de CO2 et de méthane dégagées dans l'air. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en plaisantant, en allant vers le style un peu végétarien, sans être vraiment végétarien, mais comme le dit l'INRA maintenant, c'est un terme qui est employé depuis une dizaine d'années, on appelle ça des mitariens, c'est-à-dire ce sont des gens qui avaient une consommation d'omnivores traditionnels, ou de viandards, même pour ceux qui sont un peu excessifs, vers le végétarien, entre les deux, eh bien c'est considérable l'effet que ça peut avoir sur la réduction des gaz à effet de serre. Alors là, c'est une diapo du docteur Laurent Chevalier. Là. Bon, c'est une petite parenthèse où on ne parle pas que des perturbateurs endocriniens, mais un petit peu quand même. Donc, ça, ce sont les précautions générales pour la femme enceinte. C'est d'éviter tout ce qui est aliments crus, hein, viande, poisson et fromage au lait cru, notamment pour éviter la listériose. Alors, la listériose, c'est pas une maladie très fréquente. On en rencontre à peu près 400 cas par an en France, donc vous voyez, c'est pas nombreux. Mais j'ai vu que sur ces 400 cas, ça touche 5% de femmes enceintes. Et sur ces 5%, je ne vous dis pas les statistiques, mais ça a quand même de lourdes conséquences sur les enfants. Donc pendant 9 mois, il est bon d'éviter quand même le camembert et les sushis. Bon, notre brave docteur Chevalier nous dit, dose de café normale, hein, 3 tasses de café par jour, c'est tout à fait normal. Pas trop de soja, bon, il ne conseille pas plus d'un yaourt par jour quand on est enceinte, parce que c'est vrai que le soja est ce qu'on appelle un phytoœstrogène, donc ça nous apporte un petit effet parasite. Alors, ça surprend beaucoup de personnes et beaucoup de femmes en disant pourquoi le soja, c'est naturel. Les Japonaises et les Chinoises en consomment régulièrement. Alors, d'après notre ami Laurent Chevalier, c'est tout simplement parce que les femmes asiatiques ont un organisme qui serait suffisamment adapté depuis des centaines d'années et des millénaires au soja et pas nécessairement la femme européenne. Donc, voilà. Pas d'aspartame. Alors lui, effectivement, déconseille l'emploi de l'aspartame, le célèbre édulcorant pour en remplacer le sucre. Ma femme qui est là pourra vous le dire, moi ça fait depuis 25 ans que je déconseille d'employer cette cochonnerie parce que c'est une molécule qui leurre le sucre et bon, il n'y a pas de raison de l'employer, autant réduire carrément le sucre. On apprécie tout autant le café. Alors Laurent Chevalier nous dit aussi bien sûr alcool zéro, on en a parlé
parlé tout à l'heure un petit peu avec notre opérateur de caméra. Et puis moi je vous rajoute également, ça peut être l'occasion de s'arrêter de fumer, parce que le tabac, ça nous apporte tout un tas de cochonneries, et notamment des perturbateurs endocriniens. Et puis également, on n'est pas obligé de fumer des pétards pendant qu'on est enceinte. Là, je glisse une petite parenthèse, c'est que j'ai découvert tout à fait par hasard qu'il y avait eu 5 cas de nourrissons cet été qui sont arrivés aux urgences de l'hôpital de Nice par intoxication au cannabis. Donc, bon, ça interpelle quand même quelque part. Enfin, des nourrissons qui avaient quelques mois. Hein. Alors, bien que je sois un ancien de la plasturgie, dans le domaine de la cuisine, tout ce qui est contact avec les aliments à chaud, moi je vous déconseille l'emploi des plastiques le plus possible. Tout ce qui est ustensiles, louches et autres, eh bien prenez un bon vieux bois naturel ou éventuellement de l'inox. Le four à micro-ondes, on peut l'employer. Mais évitez, enfin je suis venu avec cet ustensile qui a été vendu par Whirlpool, qui est toujours vendu mais qui n'est plus en polycarbonate, mais qui a été longtemps en polycarbonate, donc qui libérait du bisphénol A, pour de la cuisson vapeur, vendu pour faire de la cuisine diététique. Réchauffer plutôt avec des récipients, tant pis ça demandera 1 ou 2 minutes de plus de réchauffage au micro-ondes, mais un récipient en Pyrex ou en faïence. Dans la cuisine, vous pouvez supprimer cette fameuse poêle anti-adhérente. Hein. Ça, c'est une vieille publicité des années 70. Faites attention à tout ce qui est appareil électroménager. Et notamment, là, vous voyez, ça, c'est du matériel de puériculture que j'ai vu commercialisé en France encore jusqu'au milieu 2015, alors que normalement, on n'aurait plus dû le voir dans le commerce, en polycarbonate, qui maintenant utilise un autre plastique. Alors on peut toujours se poser tout un tas de questions, et ça on pourra en débattre sur les nouveaux plastiques employés aujourd'hui. En ce qui concerne le film alimentaire, ok pour emballer un bouquet de persil ou un végétal quelconque. Si vous l'utilisez, c'est bien de couvrir un récipient genre saladier si vous avez un reste alimentaire à mettre au réfrigérateur, mais n'emballez surtout pas de matière grasse, de cuisses de confit de canard ou autre. D'ailleurs, c'est bien précisé si vous lisez correctement les boîtes. Hein. Donc les fabricants se protègent bien. Alors, sur l'eau, on nous pose souvent cette délicate question, que faut-il boire, de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille? Alors la question est simple, mais la réponse est complexe. Alors on en débattra. Là, je ne rentre pas dans le détail, mais on pourra faire le bilan avantages, inconvénients des 2 types d'eau. Si vous voulez savoir la qualité de l'eau que vous avez ici, eh bien, vous tapez europnat.santé.gouv.fr et vous aurez des informations au moins sur tous les pesticides et puis sur les aspects bactériologiques. Mais malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, vous n'aurez pas d'informations sur l'éventuelle présence de perturbateurs endocriniens puisque ce n'est absolument pas recherché. Donc on ne peut pas avoir de résultats. J'avais été jeter un œil sur l'eau ici à Mendiande et bon, il y avait quelques petits soucis du point de vue bactériologique. Enfin bon, comme dans quelques endroits en France, bien que globalement on peut dire que, puisque ça c'est un sujet que j'ai pas mal fréquenté dans mes activités professionnelles, on a la chance en France quand même d'avoir une eau relativement de bonne qualité, même si ici ou là on a quelques soucis de nitrate ou autre. Alors vous me direz, pour la femme enceinte, on ne boit pas de vin, mais bon, je vois qu'il y a quand même quelques messieurs, donc il faut faire attention aussi. Alors déjà, recherchez plutôt du vin issu de l'agriculture biologique, bien entendu, mais interrogez votre caviste ou votre viticulteur pour savoir le type de cuve qu'il utilise. S'il utilise des cuves avec des revêtements en ciment ou des cuves en polyester, parce qu'il peut y avoir des relargages de phtalate, de bisphénol A et autres substances qui ne sont pas très bonnes, notamment sur le plan rénal. Alors ça, ce sont quelques photos qui proviennent de l'Occitanie et plus particulièrement de l'Aveyron. Alors j'ose espérer qu'au Pays Basque, vous êtes plus soucieux de l'écologie. Hein. Donc vous voyez le genre de flacons qu'on voit traîner dans nos campagnes, des flacons de garlon, où des haies ont été traitées aux organochlorés. Vous avez un pré ici qui a été bien désherbé, alors que tout le reste est bien vert. Et puis alors vous avez cette mauvaise pratique
de certains jardiniers amateurs, même de communes comme ici, ou d'entreprises, des hôtels-restaurants, qui pratiquent l'incinération de déchets. Alors il faut savoir que cette pratique est strictement interdite, mais comme toujours en France, on a une très belle réglementation, mais elle n'est jamais appliquée. Donc on attend la gendarmerie de l'environnement. Alors justement, parce que ça c'est un sujet que je connais bien, quand on incinère des déchets végétaux, vous voyez, eh bien, il se dégage des dioxines, des hydrocarbures aromatiques et des PCB, qui sont bien des perturbateurs endocriniens, et notamment les dioxines et les PCB qui vont intervenir pendant les premiers mois de grossesse et pendant les premiers mois de nos nourrissons. Et tout ça, on voit une belle vache de race Aubrac là dans la fumée. Donc ça vient, une photo qui vient de chez nous, ça, ou des poules qui viennent picorer, eh bien ça va se retrouver dans le jaune d'œuf, puisque les PCB et les dioxines sont ce qu'on appelle liposolubles, donc vont aller dans le jaune. Et donc, eh bien, c'est comme ça qu'on retrouve ces substances dans les matières grasses et également, donc bien sûr, dans le gras de n'importe quel type de viande. Et ça, donc, ça a été démontré par un organisme officiel qui s'appelle l'Institut national de la veille sanitaire. Alors, on nous parle souvent de l'alimentation, mais ça, c'est un aspect qu'on oublie un peu. Et bon, ce qui fait que je suis assez sensible aux problèmes d'inhalation, c'est que j'ai travaillé un peu dans l'industrie de l'amiante. Il faut savoir qu'en 2 jours, vous avez le volume d'un gros camion-citerne de 20 000 litres qui est passé dans vos poumons. C'est quand même considérable. Donc vous imaginez que si vous avez de toutes petites traces effectivement de polluants dans l'air, mais en ayant respiré 20 000 litres en 2 jours, ben, vous avez fini quand même par vous imprégner de quelques traces. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la qualité de l'air. Alors, en ville, il y a ces problèmes de fameuses particules dont on parle de plus en plus, maintenant qui sont définis en fonction de leur taille, de 10 microns en dessous de 1 micron. Mais c'est rare quand dans les villes on mesure en dessous d'1 micron, parce que techniquement c'est très difficile à mesurer. Là où je veux mettre tout le monde à l'aise, c'est que bon, il y a souvent le débat en disant les moteurs diesel, ça émet beaucoup de particules. C'est vrai qu'un diesel, où les vieux diesels émettent beaucoup de particules, mais un moteur essence, et surtout un moteur essence moderne, injection directe, émet aussi des particules ultra fines, en moindre quantité que sur les diesels, mais elles sont tellement fines qu'elles vont très très loin dans nos poumons. Et vous avez en dessous des photos qui ont été prises en microscopie électronique par transmission, par une étude récente franco-américaine, donc où à gauche vous avez des taches de particules de carbone et des nanotubes de carbone qui ont été prélevés à la sortie d'un pot d'échappement, et à droite prélevés sur les glaires de petits enfants de la région parisienne. Et donc vous avez à peu près le même type d'image, ce qui vous montre effectivement que notre air en zone urbaine est quand même fortement pollué. Alors ça, justement, c'est la diapo de Gilles Lalbonne de l'INSERM de Marseille, qui vous montre que quand les particules sont assez grosses, elles s'arrêtent au niveau des poils du nez, un peu plus fines, elles descendent au niveau des bronches, et puis ainsi de suite, jusqu'aux plus fines, ultra fines, qui arrivent à franchir les parois cellulaires pour se retrouver dans nos vaisseaux sanguins et entraîner tout un tas de pathologies, notamment ce qu'on appelle l'athérosclérose, qui va favoriser des accidents vasculaires cérébraux ou des accidents cardiaques. Et ces particules sont tellement fines, donc elles se transmettent dans le sang, elles arrivent jusqu'au cerveau, et bien entendu, elles arrivent à passer ici la paroi cellulaire pour atteindre notre nourrisson. Donc ça entraîne des pathologies, comme on l'a dit. Alors c'est pour ça qu'au niveau de la qualité de l'air intérieur de nos logements, on cumule la pollution de l'air extérieur plus la pollution que l'on crée à l'intérieur par notre respiration, par notre cuisine, par notre façon de vivre. Et je reconnais que là, c'est un équilibre qui n'est pas facile à respecter entre tout l'intérêt de favoriser soit la qualité de l'air ou soit l'isolation thermique de nos logements, puisque maintenant avec les logements modernes, on a une tendance à isoler, surisoler, au point des fois de rendre les logements très étanches. Et il y a un compromis, je reconnais, qui n'est pas simple à atteindre. C'est pour ça que dans les logements classiques, on recommande d'ouvrir au moins 2 fois 10 minutes le matin et le soir les fenêtres, et puis d'avoir, si on peut, sur un logement moderne, une ventilation centralisée.
ou voire mieux, une double flux qui essaye d'avoir le compromis entre donc la préservation des calories et puis malgré tout un changement de l'air. Alors là, je vous donne quelques conseils justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter le plus possible tout ce qui est revêtement vinylique, parce que là, vous avez de fortes chances d'émettre des composés volatiles, notamment des phtalates. Donc, préférez les sols minéraux, le carrelage, les parquets en bois massif, type chêne, qui sont très durables. Pour les murs, on peut faire des badigeons à la chaux. Et pour la chambre de garçon, on pourra mettre effectivement des pigments bleus outre-mer. Et puis pour une fille, on pourra mettre des pigments roses sans souci, hein, ça peut se colorer. Il existe maintenant aussi de très beaux revêtements d'argile. On a un grand choix de palettes, de manière à éviter toutes ces peintures organiques. Employer des produits d'entretien les plus simples possibles. Hein. Comme dirait ma femme, le mieux c'est de ne pas salir. Non, mais enfin, on peut passer. Mais on peut passer un coup de serpillière d'eau chaude ou un peu d'eau chaude et un peu de vinaigre. Voilà. Préférer l'aspirateur, même si l'aspirateur c'est pas parfait, c'est quand même mieux que le balai. Éviter les moquettes, et notamment les moquettes de laine, parce que on utilise des antimites qui sont des perturbateurs endocriniens largement démontrés. Éviter aussi tout ce qui est insecticide chimique. Et puis l'encens, tout ça, ça parfume, mais le mieux, c'est dès que vous décelez une odeur dans vos logements, c'est que généralement il peut y avoir un problème d'écoulement d'eau, donc là il faut plutôt se pencher du côté de la plomberie. Et puis sinon, en ventilant bien les logements et en utilisant des matériaux qui dégagent peu de volatiles, il n'y a pas de raison d'avoir trop d'odeur dans ces logements. Si on ne fume pas non plus, tout ça c'est très bien. Alors je vous donne ici quelques exemples. À gauche, vous avez un ruban adhésif moderne très efficace qui remplace bien le fameux ruban de glu qu'on connaissait de nos grands-mères. Et puis à droite, je vous ai mis un exemple de raticide mécanique qui est très efficace, avec un fromage de l'aïeul, parce que c'est normal, dans l'Aveyron, c'est très efficace. Il a une bonne bouille, c'est dommage. Mais pour tout vous dire, il finissait par manger un peu trop les fruits que nous avions. Alors, il faut que je termine quand même par... Ah, j'entendais A, bon. Je vois que je ne suis pas le seul à avoir un fantasme pour Jane Fonda, qui a quand même 79 ans, qui a un joli teint, mais enfin, je pense qu'elle doit faire pas mal de choses pour s'entretenir. Hein. C'est ce qu'elle dit bien, elle a une vie saine. Elle nous fait beaucoup de publicité pour cette fameuse crème de L'Oréal Revitalist, hein, anti-radicaux libres. Enfin, en tant que chimiste, je peux vous dire, et c'est le conseil que je vous donne là, en tant qu'anti-radicaux libres, vous avez d'excellents produits, notamment l'huile de noix et l'huile de noisette, donc vous pouvez mettre ça sur vos salades. Donc déjà, mes recommandations personnelles de cosmétiques, hein, ça n'engage que moi. Hein. Déjà, si vous ne fumez pas, si vous buvez avec modération, vous supprimez déjà un certain nombre d'oxydants. Hein. Donc les radicaux libres, vous en éliminez déjà pas mal. Si ensuite vous mangez des fruits, des légumes, et puis si vous avez une activité saine, et puis avec, comme on le disait, un peu d'huile de noix sur la salade, eh bien tout ça, ça devrait donner de bons résultats. Ça n'empêche que je comprends bien, un jour de séduction, on peut bien se mettre un peu de rouge à lèvres, un peu de fard à paupières pour séduire les hommes. Ça ne peut pas faire de mal. Mais je vous ai mis à gauche quand même, vous voyez, une notice d'une crème cosmétique, enfin d'une crème anti-UV, le comble, qui a été recommandé par une dermatologue pour éviter le cancer de la peau. Mais quand on voit la composition, j'ai cerclé en rouge, on trouve des nanoparticules de titane. Et ces fameuses particules sont tellement fines que nous, on s'inquiète, on se demande si ça ne peut pas franchir la peau. En tant que chimiste, je connais bien les dioxydes de titane puisqu'on les utilise aussi sur les plastiques. Et je peux vous dire que ça peut avoir des effets terribles en présence du fait. Et au contraire, ça peut avoir un effet inverse. Donc, prudence, prudence. Donc, c'est pour ça que pour la cosmétique, à employer donc avec modération, parce que, comme je me le mettais là, même si maintenant vous avez beaucoup de produits cosmétiques qui se disent sans antibactériens ou sans... j'ai un trou de mémoire, effectivement,
les parabènes, parce qu'effectivement des parabènes, maintenant les industriels ont bien compris que les gens en voulaient de moins en moins. On peut en trouver encore quelques-uns. Alors ça, c'est juste une petite parenthèse. Là, on s'approche de la conclusion, mais c'est pour résumer un petit peu. J'ai vu que d'ailleurs, il y avait un bouquin qui était en vente sur cette notion. Alors l'anthropocène, c'est un terme qui est propre aux géologues. Ils aiment bien donner des noms aux différentes périodes d'évolution de la planète. L'anthropocène, ça veut dire tout simplement que maintenant, sur la croûte terrestre, si on gratte bien, si on analyse bien, et on trouve les traces de l'activité humaine. Donc là, je vous ai mis ici l'illustration du déplacement de ces fameux dérivés bromés, les retardateurs de flamme qu'on trouve dans l'électronique, qu'on va retrouver dans le lait maternel. Et donc notre nourrisson ici eh bien, va pouvoir éventuellement s'abreuver un petit peu de quelques traces de polybromés. Donc soit par voie directe, par le biais, comme on le disait, de la qualité de l'air à l'intérieur de nos logements, soit en consommant du poisson qui nous vient des mers du Nord. Hein, des saumons sauvages de mer du Nord sont imprégnés malheureusement de ces dérivés bromés. Donc vous voyez un petit peu la manière dont se transporte notre pollution, c'est qu'aujourd'hui toute notre planète est malheureusement contaminée. Alors je vous ai mis ici ce que l'on pouvait retrouver dans l'eau du robinet. Alors ça, malheureusement, vous ne le trouverez pas dans les analyses, puisque ça ne figure pas encore dans les analyses officielles. Mais c'est justement ce qu'on voudrait bien faire changer donc l'année prochaine. Et tout ça, c'est le résultat là, de produits qui ont été détectés par plusieurs études d'organismes officiels, donc le CNRS. Le CEMAGREF, c'est un centre qui s'occupe des sols, de l'agriculture et de la forêt. Et puis l'ONEMA, c'est l'organisme qui s'occupe des milieux aquatiques. Donc vous voyez, c'est des organismes tout à fait officiels. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans l'eau du robinet? Alors bien sûr sous forme de traces, mais on va retrouver toute la pharmacopée, des anxiolytiques, des médicaments anticancéreux. On va retrouver les perfluorés de nos fameuses poêles, parce que si vous habitez malheureusement en aval d'une rivière, mais que sur la ville qui est plus au-dessus, eh bien, les ménagères ont fait leur vaisselle de poêle. Eh bien, il ne faut pas croire, mais il y a des traces de perfluorés qui sont partis dans le usé de l'eau évier, qui vont à la station d'épuration, mais il y en a très très peu qui s'arrêtent et beaucoup reviennent dans la rivière. Donc, si vous êtes en aval, c'est ce qu'on connaît dans l'Aveyron, par exemple entre la ville de Rodez et la ville de Villefranche, d'Orwern. On va retrouver tous les PCB, les HAP, même si ce sont des produits qui ne sont pas très solubles dans l'eau, les pesticides bien sûr, des phtalates on en retrouve, des parabènes, bref on retrouve tout ça, et puis des alkylphénols aussi. Voilà. Alors donc pour conclure, bon, vous comprenez bien qu'avec tout ça, ben, on a tout intérêt à fuir tout ce qui est plats cuisinés venant de l'industrie agroalimentaire. Parce que là, tout ce que cherche l'industrie agroalimentaire, c'est de vous vendre un produit qui ressemble vaguement à votre plat régional, mais bourré d'antioxydants pour que ça dure bien longtemps et que ça puisse faire le tour du monde dans les différents rayons des supermarchés. On va retrouver des phtalates provenant des parabènes de stabilisation, soit dans l'aliment, soit dans l'emballage. Ou soit dans les usines, puisque finalement dans ces usines, pour transporter les produits d'une cuve à une autre, il y a des tuyaux. Et puis, comme vous l'avez vu, récemment, on a retrouvé des traces de fipronil dans les œufs. Alors même si c'est sous forme de traces, il est absolument anormal de se retrouver effectivement dans un produit alimentaire des traces de pesticides. Donc nous, on trouve que notre ministre, là, a eu des mots relativement irresponsables en disant que ce n'était pas si grave que ça. Bien sûr, on ne va pas en mourir, mais il n'y a pas de raison de trouver ce genre de produit dans notre alimentation. En plus de ça, bon, cette industrie utilise beaucoup de sucre. On vous met du sucre partout pour donner de l'appétence à tous nos bambins. On retrouve du sel pour effectivement relever le goût, puisque souvent il n'y a pas grand-chose dans l'alimentation, donc il faut bien donner du goût, des matières grasses, et puis au final on se retrouve avec des emballages qui sont très très peu recyclés et qui viennent empoisonner notre environnement.
Alors c'est pour ça que nous, on préfère recommander d'utiliser des produits bio de préférence, ou disons naturels. On n'est pas obligé forcément d'avoir des produits labellisés AB. Bon, pour les femmes qui n'ont pas le temps et qui travaillent à la rigueur des produits surgelés, vous savez, dans ces sachets en polyéthylène où vous avez juste des petits pois ou des haricots verts non préparés, bon, c'est tout à fait convenable. Bon, tout ça, ça contribue à une meilleure santé. Vous avez une plus grande concentration en vitamines. En achetant les produits bruts, comme on le voit en dessous, eh bien finalement, on n'a pas non plus de déchets à gérer. À la limite, tout ça, ça peut terminer au jardin si on a la chance d'avoir un jardin. Donc, on maîtrise mieux la composition de ces aliments. Vous y mettez le gras que vous voulez, le sel, le sucre que vous voulez. On maîtrise mieux son budget. Et puis je pense que finalement aussi, préparer la cuisine maison, c'est aussi un moyen de séduction de son voisin et de sa voisine. Moi personnellement, je ne vois pas en quoi finalement enfiler une barquette en plastique dans un four en micro-ondes, vous allez séduire votre voisin ou votre voisine. Donc c'est quand même plus sympa de faire de la cuisine maison. Alors pour conclure, je vous ai mis effectivement ici 2 diapos. Et alors ça, là, on aura le soutien de l'Académie de médecine, parce que c'est vrai que il faut ne pas oublier l'activité physique. Alors ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que vous avez l'évolution du fitness, vous voyez, au début du XXe siècle et début du XXIe. Alors ici à droite, c'est clair que là, on voit bien qu'on est dans une salle enfermée, donc vous êtes déjà dans un air. Il y a peut-être des perturbateurs endocriniens au niveau de la qualité des sols. En plus de ça, ces charmantes jeunes femmes, elles ont dû payer sûrement un abonnement pour faire un peu d'exercice, alors qu'à gauche, elles sont en plein air. Et en plus, elles avaient des patates. Donc, vous voyez, il y avait la patate en plus, c'était gratuit. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention.